Bonjour. Rachel. Enchantée. Bonsoir. Bonjour Guillaume. André. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia, je suis la bénévole. Je vais vous donner des instructions concernant le thème de votre speech. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son cas au jeu. J'afficherai les cartons pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, j'afficherai à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé à la fin de cette période de temps se verra arrêtée pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'invite donc les juges à se présenter et par la suite, vous pouvez commencer. Y a-t-il un clicker ou. C'est Manuel. Bonne chance. Bonjour, mon nom est Michael Caro, je suis conseiller chez Gestion MD. Mon nom est Marc-André Philippe, je suis trader chez Gestion MD. Salut, mon nom c'est Eric Duchesne, puis je suis aussi trader chez Gestion Financière. Investissement en bourse, parfois, peut sembler un petit peu complexe, avoir des petites subtilités. C'est pour ça que vous avez fait appel à nous, M. Havard. En fait, vous avez fait appel à M. Sans-Chagrin, qui est malheureusement pas présent aujourd'hui. Donc, c'est nous qui viens vous donner un petit coup de main. Donc, mes collègues Guillaume ainsi que Jean-François et moi-même Rachel, pour venir un petit peu démystifier puis vous donner un petit coup de pouce pour le tout. Donc, nous, aujourd'hui, notre entreprise Max Profit Inc., qui est des conseillers en gestion de portefeuille et d'emplacement. Donc, le mandat pour aujourd'hui, ça va être de vous expliquer les différents concepts financiers et élaborer un plan d'investissement pour vous, M. Havard. Donc, aujourd'hui, rapidement, le plan de la séance, comment ça va se dérouler? On va avoir une brève mise en contexte, suivie en fait d'une explication pour les efficiences de marché. Vous avez des petites interrogations face à ça, donc on va démystifier le tout. On va regarder aussi les comportements des individus, individuels et collectifs, donc à regarder comment chacun des deux vont interagir. On va regarder aussi les événements d'actualité face à Volkswagen et les élections de M. Trump. Et je vais suivre avec une recommandation et une synthèse. Donc, vous, M. Havard, vous êtes un jeune retraité, vous venez de gagner à la loterie. Donc, heureusement, vous êtes le gagnant de 60 millions de dollars. C'est un nouvellement retraité, vous décidez d'investir dans la bourse. Donc, regardez un petit peu qu'est-ce qui serait avantageux pour vous. Donc, vous avez fait appel à nos conseils et notre expertise. Donc, tout d'abord, vous nous avez demandé un peu, parce que vous aviez des interrogations quant à la théorie de l'efficience de marché. On sait que c'est une théorie de base de la gestion de portefeuille qui veut que, tout d'abord, que le marché soit, le marché en termes de globalité, soit plus efficient que les actifs séparément. Donc, il constituerait le portefeuille qui maximiserait le ratio rendement-risque, ce qui est bon parce que vous voulez un meilleur rendement par unité de risque. Tout d'abord, on va définir ce qu'est le marché d'investissement. On ne définit pas le marché d'investissement par un indice ou le marché, comme on en parle souvent au niveau de l'analyse financière. On définit le marché par l'ensemble des actifs financiers. Donc, on peut parler des valeurs mobilières, donc les obligations, les actions, les bons du trésor. Ensuite, les biens immobiliers, tels que les maisons, les condos et les plex. Ensuite, les voitures bien sûr de collection et les œuvres d'art et tous les actifs d'investissement possibles. Donc, un exemple au niveau des voitures, une voiture de collection serait un actif au niveau du marché de l'investissement, mais une voiture, par exemple, une Mazda RX-8, pardon, ne serait pas un produit d'investissement parce qu'il va inévitablement perdre de la valeur avec le temps. Donc, pour poursuivre, au niveau de la théorie de l'efficience, comme je vous l'ai dit, la base est que le portefeuille le plus efficient constitue celui qui maximise le ratio rendement-risque et constitue celui du marché qu'on a défini préalablement. Selon les deux, cette théorie est basée selon deux hypothèses. L'hypothèse que les investisseurs détiennent toutes les informations reliées au marché, et la deuxième hypothèse est l'hypothèse que les investisseurs agissent de façon rationnelle en tout temps. Donc, selon cette théorie, il serait impossible de battre le marché, donc on devrait investir dans le marché globalement pour commettre le meilleur investissement. Donc, au niveau des titres sous-évalués, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand un titre, sa valeur intrinsèque ou sa valeur réelle sur le marché, sa valeur réelle en termes de capitalisation monétaire et en flux de trésorerie
elle est plus élevée que la valeur du marché, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des investisseurs qui vont se présenter pour acheter le titre parce qu'il est justement sous-évalué et il va y avoir une augmentation du prix. Donc, il va y avoir un petit exemple par la suite. Au niveau d'un titre sous-évalué, surévalué, pardon, c'est le contraire. Donc, lorsque la valeur intrinsèque est plus basse que la valeur, la valeur réelle du titre, il y a une demande à la baisse à cause que le titre ne donne pas le bon rendement par unité de risque systématique. Donc, il va y avoir une baisse du prix sur le marché de l'action en question. Donc, on peut prendre l'exemple et le concept d'une maison. Tout d'abord, quand on investit dans une maison, si on s'attend à une augmentation du prix et que les matériaux valent plus cher que la valeur de cette maison, la maison va avoir tendance à prendre de la valeur immédiatement parce que c'est ça qu'on escompte, donc ça se reflète automatiquement sur le marché de l'immobilier. Donc, par la suite, au niveau de la théorie de l'efficience, elle suggère que la valeur marchande sur le marché est égale à la valeur réelle de l'action. Donc, ça nous mène à la frontière efficiente qui représente tous les actifs. Puis, puisque le marché serait efficient, aucun actif pouvait avoir une meilleure combinaison de rendement-risque que le portefeuille de marché qui est représenté par le point rouge sur ce portefeuille. Donc, le portefeuille optimal serait celui du marché. Par la suite, la théorie et ses inconvénients. Il y a de nombreux inconvénients, puis elles sont reflétées par les hypothèses qui ne sont pas réalistiques. Donc, l'information disponible en tout temps, ce n'est pas un facteur qui est possible dans le marché actuel. Donc, dans le cas de Volkswagen, qu'on va voir par la suite, et des informations confidentielles au niveau de cette entreprise-là, ça va être très bien reflété. Puis, au niveau des délits d'initiés aussi, les analyses financières qui sont trompeuses, donc des analyses financières qui ne vont pas nécessairement bien évaluer les entreprises, puis de la spéculation des rumeurs, et on peut en ajouter. Donc, la deuxième hypothèse qui ne tient pas, c'est que les investisseurs réagissent de façon rationnelle, puis ça, c'est tout simplement pas réalistique parce que les êtres humains sont des êtres émotifs, et les investisseurs peuvent être trop confiants, pessimistes, ils peuvent avoir une journée où ils commettent des erreurs, justement, et éventuellement, ce qu'on a entendu au niveau des élections de Trump, on peut bien le voir, parce que l'élection de Trump n'a pas créé de vraies conséquences économiques directes, mais elle a créé des turbulences au niveau des marchés. Donc, on va passer par Jean-François pour les comportements individuels et collectifs. Monsieur Havard, vous vous interrogez à savoir quels sont les comportements constituent le marché. Eh bien, nous allons commencer par vous montrer deux types d'investisseurs, soit les particuliers et les entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par entreprise? On parle des institutions financières, telles que les banques. Donc, poursuivons en faisant une comparaison entre ces deux types d'investisseurs. Pour le particulier, c'est simple. Il y a moins de liquidité. Il y a moins grande connaissance que l'institution financière. Et il est susceptible d'agir plus ou moins rationnellement. L'entreprise, c'est-à-dire l'institution financière, quant à elle, dispose de plus de liquidité. Elle a également plus de connaissances et plus de ressources. Pourquoi? Parce qu'elle a une équipe avec elle et elle a plusieurs informations collectées au long de la journée. Un particulier, quant à lui, peut avoir plusieurs jobs et avoir beaucoup de difficultés à assimiler toute l'information et à prendre une meilleure décision. Et un autre exemple qui démontre l'irrationalité du particulier, c'est par exemple, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de connaissances dans les marchés financiers, il pourrait réagir d'une manière différente dans une décision. Comme par exemple, une entreprise qui ne verserait pas de dividendes au cours d'une année, mais qui aurait versé de dividendes 10 ans avant, le particulier pourrait prendre comme une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il se dirait, « Oh, c'est étrange que l'entreprise A n'a pas versé de dividendes. » Pour lui, ce serait un indice que l'entreprise va mal. Mais aussi une institution financière qui analyserait plus en détail et qui dirait, « Non, au contraire, c'est une bonne idée. » Pourquoi? Parce que l'entreprise veut réinvestir cet argent-là dans l'entreprise pour générer des revenus et investir dans des projets qui seront rentables dans le futur. Or, il y a également la théorie des marchés qui se nomme la théorie des bulls et des bears, qui sont des acronymes anglais. C'est simple. Les bulls, c'est les investisseurs
qui anticipent une hausse des prix. C'est-à-dire qu'ils sont très optimistes. Ils se disent que le marché va vraiment performer à la hausse. Et tandis que les bears, eux, c'est plutôt le contraire. Ils sont conservateurs, ils analysent les tendances et ils disent ils sont pessimistes face à la fluctuation des marchés. Or, les particuliers sont plus susceptibles de suivre les tendances. Car, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas accès à une information et en plus, ils manquent de temps pour analyser ces informations qui courent entre-temps. C'est ça. Donc, pour les événements d'actualité, il y avait deux petits événements qui vous tracassaient un petit peu à savoir pourquoi que le marché a réagi à ces deux événements. En fait, on va commencer par Volkswagen. Volkswagen, qui est une entreprise automobile plutôt connue à travers le monde, elle a eu un petit pépin, un petit incident. En fait, en 2015, elle a conçu une voiture diesel qui ne respectait pas les lois d'émission pour les émissions d'oxyde d'azote, dans le fond, ce qui est très polluant pour l'environnement. Puis avec les nouvelles conceptions, les nouveaux designs d'automobiles, dans le fond, ça veut vraiment d'aller dans l'optique où est-ce qu'on veut respecter l'environnement. Donc, on veut rester honnête aussi et transparent pour nos clients. Ce que Volkswagen n'a pas fait justement en 2015 avec la création de ce nouveau modèle. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait une perte de confiance des investisseurs. Dans le fond, ils croyaient un petit peu à l'entreprise, à leur projet. Par contre, ils ont vu un petit peu que c'était un cas de fraude, qu'on pourrait dire. Dans le fond, qui n'ont pas été honnêtes par rapport au modèle ou aux caractéristiques de cette nouvelle chose. Donc, il y a eu un rappel de tous les véhicules de 2009 à 2014, ce qui a fait aussi que l'action, par la suite, elle a descendu, étant donné que ça n'a pas fait une belle tâche au dossier de Volkswagen. Donc, aujourd'hui, en 2017, ça l'a remonté, toutefois parce que c'est quand même une entreprise qui est fiable, c'est des bons véhicules. Puis ça a quand même fait un impact aussi au niveau des clients, au niveau des investisseurs. Donc, c'est sûr que là, c'est toujours un petit peu en crainte, voire à la pérennité de l'entreprise. On ne sait pas toujours comment ça va aller. Est-ce que la confiance va revenir ou si ça va regagner avec les années. Je tiens à ajouter que cette situation reflète parfaitement l'hypothèse qui est faussée, selon laquelle les informations sont disponibles par tout le monde. Puis, au niveau de l'information de Volkswagen, elle n'était pas disponible à tout le monde, donc ça a créé vraiment un choc sur la bourse qui n'attendait pas l'événement et au niveau il y a eu une grosse baisse justement parce que l'événement était inattendu. Quand il y a un événement inattendu, c'est là où les réactions sont les plus grandes. Quand l'événement est plausible et que l'événement se réalise, il y a beaucoup moins de réactions comme dans l'élection présidentielle de M. Trump. Donc, pour en revenir à l'élection de M. Trump, vous vous interrogez à savoir quelle est la relation entre l'indice Dow Jones et les élections de Donald Trump. Comme vous avez pu constater, au moment de l'élection, c'est-à-dire au cours des élections, il y a eu des fluctuations dans le marché. Les investisseurs étaient plutôt incertains face à l'avenir des États-Unis. Pourquoi? Parce que beaucoup se posaient la question, qu'est-ce qui va se passer avec l'économie mondiale? Que va se passer avec la bourse? Beaucoup de menaces créées par les médias, bien sûr, ont été véhiculées dans les élections. Or, à la suite de l'élection de Trump officielle, la tendance s'est changée. Pourquoi? Parce que du mois de novembre, du mois de septembre au mois de novembre, il y a eu une baisse du Dow Jones, de l'indice Dow Jones. Or, à partir du mois de novembre, l'indice a remonté. Donc, on peut voir qu'il y a eu un regain de confiance face à l'élection de Donald Trump. Les investisseurs ont repris un gain de confiance. Et quels seront les facteurs qui pourraient expliquer ça? Eh bien, c'est simple. C'est relié à la politique de M. Trump. Il avait entre autres promis de baisser les impôts, d'augmenter les subventions pour les entreprises et d'investir dans les entreprises américaines. Donc, les investisseurs on peut potentiellement voir cela comme du financement pour les entreprises américaines. Et comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, l'investisseur peut parfois agir de manière plus ou moins rationnelle. Or, comme on peut voir ici, l'indice Dow Jones a augmenté. Donc, c'est signe que les institutions financières ont également approuvé ce choix. Pourquoi? Parce que les particuliers, comme vous le savez, ont peu de liquidité. Même s'ils sont rassemblés ensemble, ils ont peu de pouvoir ou d'influence sur les fluctuations du marché. Or, les institutions financières, étant donné qu'elles ont beaucoup de liquidité, elles ont en quelque sorte l'influence sur les marchés. Donc, s'il y a une hausse de l'indice Dow Jones, ça signifie que les institutions financières ont une bonne perception du marché financier américain.
Donc, tout d'abord, par la suite, vous nous avez demandé certaines recommandations au niveau de vos actifs financiers, puis aussi au niveau de la couverture de risque. Donc, je vais vous présenter, tout d'abord, on va vous présenter le profil de l'investisseur. Tout d'abord, M. Havard, vous avez une connaissance des marchés quand même assez élevée. Donc, vous nous avez mentionné que vous avez étudié beaucoup les marchés. Donc, vous êtes considéré comme un investisseur dynamique, mais ayant modéré dynamique, on pourrait dire. Par votre âge, vous êtes un retraité, mais aussi par le fait que vous avez gagné beaucoup d'argent. Cet argent-là pourrait pallier un peu ces quantités de fonds. Les quantités de fonds élevées pourraient pallier le fait que vous êtes quelqu'un d'âgé. Puis l'investissement qu'on vous suggère, c'est une politique un horizon à moyen et long terme. Et vous avez mentionné le désir d'en apprendre davantage, donc c'est pour ça que vous avez appelé. Donc la pondération, actions, obligations et encaisse, ce qu'on vous suggère au niveau de votre portefeuille tout d'abord, c'est 70% d'actions, 25% d'obligations et 5% d'encaisse. On va vous expliquer pourquoi. D'abord, au niveau des marchés canadiens, ce qu'on peut décider, c'est qu'il y a une incertitude reliée à l'élection de Donald Trump. Par contre, on peut toujours prévoir au niveau des analyses économiques une croissance du marché. Donc, c'est quelque chose de très positif. Au niveau des marchés émergents, à cause de le rééquilibrage du yuan en Chine, donc le taux de change qui était maintenu assez fixe pendant longtemps, on tend à le rééquilibrer, puis ça, c'est assez négatif pour les marchés émergents qui vont souffrir parce qu'ils ne pourront pas exporter autant qu'avant, quand leur devise était plus basse. Puis, au niveau de la politique monétaire de Donald Trump, qui est, comme Jean-François l'a mentionné, positive, négative pour les marchés émergents. Donc, au niveau du marché américain, les perspectives sont beaucoup plus positives. On attend vraiment beaucoup de croissance parce que, tout d'abord, les élections de Donald Trump ont contribué à les subventions aux entreprises et à la baisse des taxes. Et le transfert des investissements du Royaume-Uni reliés au Brexit au niveau des institutions financières pourrait passer aux États-Unis. Donc, c'est des prévisions vraiment plausibles que nos économistes nous ont partagées. Puis, ça nous mène à nous intéresser à certaines industries, des industries de croissance. Tout d'abord, des industries de croissance telles que l'impression 3D, les drones, la réalité augmentée, les énergies durables, c'est des industries qui vont pouvoir prendre beaucoup de croissance. Puis, avec une quantité d'argent avec une quantité de fonds comme celle que vous allez pouvoir vraiment profiter de ces industries en croissance et faire du bon rendement sur votre capital. C'est sûr qu'il va y avoir un plus grand risque à prendre, car les petites capitalisations sont toujours plus risquées. Au niveau pour équilibrer votre risque, on pense prendre des banques canadiennes. Les banques canadiennes, c'est des banques qui ont une très solide réputation, des excellents dividendes, c'est des banques solides à travers le monde, ils sont dans le top. Donc, l'industrie du détail, puis l'industrie du détail au Canada, c'est aussi pour rééquilibrer le risque que vous prendrez au Canada. Donc, pour revenir à la pondération action-obligation, on s'est basé sur votre tolérance au risque, sur les prévisions d'augmentation des taux d'intérêt aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que les obligations tendent à perdre de la valeur si les taux d'intérêt augmentent. Donc, comme on sait, en ce moment, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, s'il y avait une augmentation, vous pourriez perdre de la valeur au niveau de votre portefeuille. Donc, au niveau de l'analyse du risque, comme on vous a suggéré d'investir aux États-Unis, parce que le marché américain est en croissance, notre suggestion, ça serait de protéger le portefeuille au niveau du risque de change, car la devise, le taux de change américain-canadien, et en ce moment est très avantageux pour les Américains, mais pourrait descendre. Donc, notre suggestion, c'est tout simplement d'acheter des contrats à terme qui vous permettent de fixer le prix du sous-jacent qui serait le dollar américain sur votre proportion d'actifs US. Et par l'achat de contrats à terme, on pense que le risque de change va être complètement atténué, donc ça serait vraiment positif pour votre portefeuille. Donc, pour les autres actifs tels que les actions, nous vous suggérions d'acquérir des options de vente. Pourquoi? Eh bien, nous savons que si le rendement de vos actions sont à la hausse, c'est-à-dire que votre titre prend de la valeur, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous allez même être très content. Or, si certains de vos actifs, tels que les actions, ont un rendement négatif, c'est-à-dire qu'elles perdent de la valeur, cela sera désavantageux. C'est pourquoi l'option de vente est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de vous protéger contre le risque des baisses des prix. Elle vous permet de vendre
de vendre à un prix fixe qui pourrait être supérieur au prix du marché dans le cas d'une chute de prix ou d'une baisse du prix de l'action. Donc, il serait pas intéressant d'acquérir des options. Donc, pour faire une synthèse rapidement, Monsieur Havard, nous, on est là aujourd'hui, on vous a proposé en fait de faire, on vous a offert une meilleure compréhension du marché, donc de voir un peu qu'est-ce qui vous tracassait à savoir pourquoi telle chose est arrivée. Vous expliquer aussi certains concepts. On vous a établi aussi un portefeuille adéquat, comme Guillaume vous l'a présenté plus tôt. Suite à quoi, on a élaboré aussi une stratégie de couverture d'options de vente que Jean-François vient tout juste de vous présenter. On espère sincèrement que ça va faire un meilleur investisseur avec une meilleure performance. Et on vous invite à poser des questions si jamais vous avez quoi que ce soit en équipe. Je vais commencer les questions. Donc, la couverture avec les options de vente, est-ce que c'est une stratégie pour vous qui serait en continu à long terme ou c'est quelque chose qui pourrait être mise en place temporairement ou même sur une partie du portefeuille? Qu'est-ce que vous en pensez? On pense que sur une partie du portefeuille, ça serait judicieux. Puis en même temps, on pourrait utiliser des options sur sous-indices, donc qui ne couvrent pas votre sélection, mais qui couvrent seulement le marché, en fait, donc la baisse du marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à installer de façon permanente sur le portefeuille ou juste pour une période donnée? Moi, je pense que pour une période donnée, ça serait vraiment favorable parce qu'on peut toujours anticiper les tendances. Avec l'analyse technique, c'est facile. Il y a des analyses techniques qui peuvent être faites pour analyser les tendances du marché et prévoir ces tendances-ci. Très bien. Monsieur? Sur les répartitions des portefeuilles, on parlerait de, par exemple, quel type de durée sur des obligations, parce que vous voyez, il y avait 70% actions, 25 obligations, 5 en liquidité. C'est bien ça? L'échéance courte. Okay. Parce que les taux d'intérêt, on a mentionné que les taux d'intérêt allaient augmenter, donc si l'échéance est longue, ça va vous mettre à risque parce que vous allez perdre la liquidité, puis c'est pas ça. Puis, au niveau de l'évolution dans vos recommandations de portefeuille, plus que M. Havard vieillit, quelle direction prendrez-vous? Comment allez-vous modifier cette allocation en plan caisse, les obligations, puis les actions? Dans plus qu'il vieillit? Dans le fond, c'est sûr que là, on va aller chercher, on a quand même un grand montant à jouer, on a un 50 millions d'investissement. On va essayer d'aller chercher quelque chose pas trop risqué. C'est sûr on ne sait pas la durée de vie de M. Havard, donc c'est sûr qu'on va essayer d'y aller le plus rentable, le plus rapidement, étant donné que c'est pas une échéance. C'est une échéance en fait inconnue. Dans le fond, c'est plus la répartition en fait, que vous voulez savoir. Ouais. Le niveau de risque par rapport à l'évolution, plus qui vieillit, allez-vous plus rester 70% dans les actions? Allez-vous jouer ça un peu plus dans des titres à revenu fixe? C'est sûr qu'à partir du temps où l'âge va augmenter, personnellement, j'ai une approche selon laquelle je ne pense pas qu'une obligation, surtout corporative, est moins risquée qu'une action. C'est mon approche personnelle en gestion de portefeuille. C'est sûr que théoriquement, on vous conseillerait d'augmenter vos pondérations en obligations à partir de l'âge, puis augmenter l'encaisse, c'est sûr. Augmenter l'encaisse aussi, parce que l'âge va augmenter, donc pas possible. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci.